clairement, si on crée un site e-commerce, si on crée une boutique et qu'on fait pas d'activité d'acquisition, qu'on va pas chercher son client, on aurait créé ce site pour rien. Le référencement naturel, c'est une charge de travail importante. Tu construis un persona, tu connais bien ton public cible, tu peux mieux travailler tes audiences dans tes campagnes plus tard. Ce qui fait vraiment gaspiller de l'argent quand on lance des campagnes publicitaires, c'est le manque d'audience. Il faut pas faire des campagnes publicitaires, investir en campagne publicitaire quand ton site n'est pas encore prêt. Et puis, il y a un indicateur clé, et ça, c'est vraiment l'indicateur qui va se dire si ton business tient debout ou pas, c'est ton retour sur investissement. Et c'est là où il y a beaucoup de e-commerçants qui se lancent et qui complètement ignorent le tracking, alors que le tracking, c'est la base. Bonjour à tous. Quand on ouvre un commerce de proximité, les règles sont connues de tous. On choisit une rue passante, on soigne sa vitrine, on éclaire, on rend le lieu accueillant, on met les produits en valeur. L'objectif est simple, être vu et donner envie d'entrer. Dans le e-commerce, la logique est exactement la même, sauf que la boutique n'a ni rue, ni trottoir, ni voisin. Elle existe au milieu de millions d'autres, et sans visibilité, elle reste invisible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina, experte en SEO, SEA. Elle va vous expliquer comment placer votre boutique en ligne dans la rue la plus fréquentée de Google. Comme le ferait un décorateur ou un chargé de communication pour un commerce traditionnel, elle va vous montrer comment rendre votre site visible, attirer du passage qualifié et transformer ses visiteurs en clients. Et vous allez voir, quand on fait le lien entre le commerce traditionnel et le e-commerce, tout devient beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus actionnable. Bonjour Sabrina. Bonjour Laurent. Bienvenue au sein de cette émission. Nous allons parler, comme je l'ai présenté, de SEO, SEA acquisition. Est-ce que avant tout, tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens? Écoute, merci pour cette opportunité de me présenter mon travail. Alors moi, je suis donc brésilienne et maman de 2 garçons et je suis donc à mon compte responsable en acquisition digitale pour les entreprises depuis avec une expérience de 15 ans. D'accord. Plus de 15 ans même. Et 2 ans à ton compte Et depuis 2 ans à mon compte à temps plein. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à faire ce métier, quelle formation tu as suivie? À la base, rien me destinait à faire de l'acquisition digitale. Donc, j'ai fait une formation initiale en production culturelle, donc histoire de l'art au Brésil. Et c'est en 2007, j'étais recrutée par une entreprise française pour faire de la communication sur Internet. Mais en réalité, mon travail consistait à faire du SEO. Donc, on est en 2007. Le SEO, c'est vraiment au début. On en parlait très peu, et c'était vraiment quelque chose de connu par des spécialistes, des ingénieurs. Donc nous, on était une équipe d'ingénieurs et des communicants. Et moi, mon travail consistait à l'époque à faire développer le service dans les pays lusophones, le pays qui parlait portugais. Et concrètement, mon travail consistait à faire l'optimisation de nos sites. Donc on avait des services de vente, des sites et des forums clés en main. Et nous, donc, on optimisait techniquement, sémantiquement le contenu pour que notre produit se développe. Donc, on était à l'époque numéro 1 en France, numéro 2 au monde. Et nous, notre travail, c'était d'optimiser au mieux notre site. Donc, on travaillait avec des ingénieurs et on testait, on apprenait sous le tas et on mettait des actions. On avait tout à faire. Donc on a fait des actions d'optimisation. On connaissait déjà les bases du SEO, donc on les mettait en place et c'est ça qui a fait notre succès. Et donc plus tard, il y avait pas de formation en SEO à l'époque et j'étais déjà plutôt très bien positionnée et j'avais des très bonnes compétences là-dessus. Donc les premières formations qu'on a sont apparues dans le marché, ça m'intéressait pas parce que j'avais déjà des excellentes bases même. J'étais plutôt experte en SEO et de SEO, c'est un peu plus tard, c'est en 2020 que je faisais des campagnes aussi publicitaires, mais j'avais quelques lacunes et du coup j'ai décidé de me former avec des spécialistes en Europe. Nous allons parler aujourd'hui d'acquisition, SEO, SEA, qui est indispensable au bon fonctionnement, à la visibilité en tout cas d'un site internet. Pour beaucoup de novices dans le e-commerce, c'est assez flou. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Oui, alors ces termes-là ce sont des termes plutôt anglophones. Mais c'est très simple. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization, et c'est en fait l'optimisation du site pour
pour les résultats pour Google, pour les moteurs de recherche. Et le SEA, c'est le Search Engine Advertising, donc c'est la optimisation des campagnes publicitaires. Donc dans le premier, on va mettre en place une série d'optimisations dans son site, sur son site internet, pour faire en sorte qu'il soit déjà indexé et bien qu'il ressorte bien dans les classements de Google. Je dirais qu'on va mettre en place une optimisation technique du site, puis ensuite une optimisation du contenu, la partie sémantique, et puis des liens. Cela va permettre de booster le site et faire en sorte qu'il remonte, qu'il ressorte bien dans le classement de Google et dans les résultats des recherches naturelles. Le SEA, ça va être plutôt la création concrètement des campagnes publicitaires. Donc, on va créer une série d'annonces sous des plateformes comme Google Ads, Meta. Ces annonces, le but, c'est qu'elles puissent, elles aussi, ressortir dans les résultats des recherches, mais à ces moments-là, sur des positions très stratégiques dans la recherche. Donc, quand on fait une recherche Google, on va voir donc d'abord, dans notre cas, puisqu'on a plutôt des e-commerçants, donc on va faire une recherche produit. Donc on va voir donc les résultats de shopping. Ensuite on aura les résultats des images ou des produits. Et puis ensuite des résultats naturels. Et le but donc de la campagne publicitaire, c'est de faire en sorte que les annonces ressortent donc soit dans shopping et soit dans les liens sponsorisés. Donc en gros concrètement, c'est ça la différence. Donc le SEO est indispensable, obligatoire dès le début, en fait dès la fabrication du site. Ouais. À optimiser au fil du temps. Le SEA par contre, ça va dépendre d'un budget qu'on va allouer à cette... Exactement. D'accord. En fait, pour faire simple, le SEO, c'est essentiel, c'est la base. On va créer le site, on va l'optimiser, on va le nourrir, on va l'apporter de bons contenus et on va construire une stratégie qui va être du solide. C'est comme si on plantait un arbre et cet arbre, on va le nourrir et puis il va grandir et puis un jour, ça va devenir un grand arbre. Et le SEO, c'est à peu près ça. C'est qu'on va créer, on va le mettre en place, on va le nourrir, on va l'optimiser, le site. Et puis plus tard, ça va donner des résultats solides et c'est du long terme. Le SEA, si je veux toujours avoir cette parallèle avec imagé, le SEA, ça va être comme allumer la lumière. J'appuie sur un bouton, j'allume la lumière. Donc je lance une campagne. Je lance une campagne. Aussitôt, elles sont diffusées et elles ressortent, donc j'ai des clics. Là, en général, on a une meilleure visibilité, on a une réaction immédiate du public. On a une réaction immédiate, donc on a des ventes immédiatement. Mais dès lors qu'on clique, on appuie sur le bouton, on arrête notre campagne, on arrête le budget et les annonces ne sont plus diffusées, donc on n'a plus de ventes, on a diminué les ventes. Donc, c'est vraiment l'effet turbo, quoi. Oui, alors. C'est un booster de visibilité. C'est ça. Le SEO va te permettre de construire une acquisition sur du long terme et solide et on paye pas pour ça. Donc ça va être, sauf si on fait appel à un professionnel qui va justement gérer ce SEO, on le voit un petit peu plus loin dans l'interview. Mais en général, effectivement, ça coûte rien au quotidien. Le commerçant qui se lance seul, s'il fait lui-même, il dépense rien. Il va pour le SEO, il va vraiment créer son site, il va l'améliorer, l'optimiser, travailler son contenu, travailler son stratégie de liens, et ça lui coûte rien puisque c'est lui qui le fait. S'il crée une campagne, là, il va payer au clic. Donc il va diffuser la campagne. Fameux coût par clic. Voilà, et c'est là qu'il va payer chaque clic que la personne fait, que le prospect va faire sur les résultats de Google. La combinaison idéale, c'est bien sûr le SEO dès le départ. La combinaison idéale, c'est d'avoir les deux. C'est de vraiment créer son site, travailler pour affiner son SEO et derrière créer des campagnes publicitaires pour que les deux puissent travailler ensemble. Après, attention, il n'y a pas que ça dans le... Oui, j'imagine. Oui. On peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est la base. Après, il y a tout ce qui est affiliation, il y a tout ce qui est campagne sur les réseaux sociaux. Donc, ça apporte juste de la visibilité supplémentaire et le tout travaille ensemble. D'accord. Je vais maintenant endosser la casquette du créateur de e-commerce, donc j'y connais pas forcément grand-chose. Bon, j'ai construit mon projet, j'ai clarifié mon idée, mon positionnement, c'est-à-dire que j'ai identifié le problème que je résous à la clientèle que je veux séduire. Je sais à qui je m'adresse, je sais quelles sont mes forces par rapport à la concurrence. Deuxièmement, je valide le marché avant d'investir. J'ai analysé qui sont mes concurrents, j'ai fait mon étude de marché. J'ai testé d'une manière ou d'une autre, sous la forme de sondage, par exemple, la pertinence de mon produit et de mon offre.
j'ai structuré mon projet, j'ai défini ma forme juridique, j'ai mon modèle économique, j'ai calculé mon prix de vente, mes marges, etc. Arrive l'étape du choix du CMS, c'est-à-dire le logiciel que on utilise pour, en fin de compte, fabriquer son site. Soit je décide de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire que je fais appel à un développeur et qui va me construire mon site, ce qui est pas forcément recommandé parce que ça coûte cher, ça demande de l'entretien, et puis pourquoi refaire quelque chose qui existe déjà puisqu'il y a des solutions disponibles sur le marché. Ma question c'était est-ce que puisqu'ils sont tous vendus soi-disant structurés pour pouvoir fabriquer son référencement, est-ce que à ton avis cette technologie, ce qui est proposé, est suffisant pour finalement faire soi-même son référencement, ou est-ce qu'il est préférable de faire quand même appel à un professionnel? Alors, tout dépend du niveau de compétence du créateur de site et du temps qu'il veut allouer à son projet. Il faut savoir que le référencement naturel, c'est une charge de travail importante. Alors, les CMS, que ce soit WordPress ou e-commerce, Shopify, PrestaShop, ils sont puissants, mais voilà, il faut quand même ajouter des plugins qui sont spécialisés pour le référencement. Et il faut quand même travailler. Petite parenthèse, parce qu'on a aussi pas mal de débutants. Le plugin, on appelle ça plugin ou module. C'est comme sur les téléphones, en fin de compte, des applications qu'on va rajouter, qui permettent de rajouter des fonctionnalités au site internet. Au site internet. Donc, une fois qu'on a installé son CMS, on va travailler ses fiches produits, on va travailler son contenu, on va travailler un blog, on va peaufiner sa page d'accueil. Mais derrière, le CMS, il n'offre pas, il offre vraiment les bases. Et on peut aller beaucoup plus loin avec les applications qui sont souvent payantes, les meilleures applications. Alors, je pourrais inciter plusieurs applications. Des applications qui vont travailler les cheats, vont optimiser le contenu, des applications qui vont optimiser la taille des images, ce qui est très important dans le référencement. Enfin, il y en a pas mal d'applications, que ce soit pour WooCommerce, Shopify ou PrestaShop. Il faut déjà identifier les bonnes applications parce que c'est pareil, il y a des boutiques, des stores sur chacun de ces CMS et il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Oui. Puisque c'est un peu open source, chacun, on peut, à part pour Shopify, je crois, où il faut passer par une validation de Shopify, mais pour les autres CMS, on peut soi-même fabriquer un plugin et le mettre à disposition de l'ensemble des consommateurs. Et tout dépend aussi des besoins du commerçant. Ça représente un coût financier, ça dépend du besoin, de son stratégie, et puis ensuite la taille de son catalogue aussi. La taille du catalogue va avoir une importance déjà dès le départ dans le choix du CMS. Un e-commerçant qui se lance avec un petit catalogue, que ce soit du Shopify ou commerce, ça peut lui convenir, mais s'il a un catalogue qui est beaucoup plus important, s'il y a des packs à l'intérieur, si son catalogue il y a des complexités, à ce moment-là, il faudrait partir sur peut-être un PrestaShop qui est développé pour du e-commerce, concrètement. D'accord. Alors pourquoi l'acquisition est-elle indispensable dans le e-commerce? Clairement, si on crée un site e-commerce, si on crée une boutique et qu'on fait pas d'activité d'acquisition, qu'on va pas chercher son client, on aurait créé ce site pour rien. Je rappelle que l'acquisition, c'est le référencement en fin de compte. C'est le référencement. Sous quelque forme que ce soit. C'est d'aller chercher ses clients, aller chercher les clients. Donc beaucoup d'e-commerçants lancent leurs produits, lancent leur site et ils découvrent une fois qu'ils sont dans ce processus-là que ça s'arrête pas là en fait. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc il faut aller chercher des positionnements dans les résultats naturels. Il faut aller chercher des positionnements dans les campagnes publicitaires, donc il faut aller chercher tes clients. Et là, l'acquisition elle est essentielle parce que tu peux pas lancer ton site et attendre que ça se passe. Je fais un petit peu le rapprochement, la comparaison avec ce que je disais en introduction de l'interview, le commerce de proximité et le e-commerce. C'est comme si en commerce de proximité, on s'installe dans une rue éloignée du centre-ville, on ouvre un magasin, mais qu'on fait pas du tout de publicité. C'est ça. En retail classique, la personne va créer sa boutique en centre-ville, dans une rue passante. Elle va aussi aller chercher ses fournisseurs, fabriquer son produit, et puis une fois qu'elle a fait toute cette partie en amont, elle va installer sa boutique, elle va mettre ses produits bien en vue sous la vitrine, elle va faire du merchandising à l'intérieur de sa boutique, elle va recruter des bons vendeurs qui connaissent bien le produit, et puis ensuite elle va mettre en place un système d'encaissement et des compteurs pour savoir le nombre de personnes qui rentrent dans sa boutique, pour ensuite mesurer, calculer ses ventes, et puis ensuite calculer son taux de transformation. Dans le e-commerce, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a mieux, on peut mieux traquer. En e-commerce, donc sur le digital, on va
Donc, créer sa boutique, c'est son site e-commerce. Sa vitrine, c'est sa page d'accueil. Son vendeur, c'est sa fiche produit. Donc, on a une fiche produit qui parle bien de son produit, qui a des éléments de réassurance, qui va avoir des belles images. Ben, ça va être comme un vendeur qui connaît bien son produit et qui va le mettre en avant pour le vendre. Et puis ensuite, sur e-commerce, on va avoir donc un système d'encaissement qui est relié à sa banque. Et puis, si on fait bien son travail, on met en place un système de tracking qui nous permet de savoir combien de personnes sont rentrées dans notre boutique, donc combien de personnes sont venues sur le e-commerce. Donc, on a l'idée du trafic. Donc le tracking, c'est l'analyse en fin de compte de toutes les actions qu'on va mener, les analyses statistiques. En fait, le tracking, c'est juste derrière le site pour voir ce qui se passe. Calculer, tracer en fait, tracer tout ce qui se passe, tout ce que les utilisateurs viennent faire et voir sur notre site. Donc on peut tout traquer avec le tracking. Ouais. Super. Quand on démarre dans le e-commerce, quelles sont les premières questions à se poser? La première question, c'est de savoir qui je veux toucher avec mon site. Mon produit, il répond à quel besoin, quel problème il va résoudre. Ensuite, quel est mon objectif des ventes? Qu'est-ce que je veux? C'est du trafic, c'est de l'acquisition, des ventes. C'est juste de la visibilité. Ensuite, il faut connaître son budget, il faut définir combien on est prêt à dépenser pour des campagnes d'acquisition. La question du budget, elle est importante parce qu'on n'obtient pas les mêmes résultats en fonction du budget investi. Absolument. Ouais. Donc, 20 € par jour sur 3 semaines, par exemple, ça n'apporte pas les mêmes résultats que 100 € par jour sur des campagnes en 2-3 mois. Quand on est prestataire, on est en mesure, on a les capacités et des outils qui nous permettent de analyser donc les mots-clés qui sont les plus performants, savoir quel est le nombre de recherches moyennes des mots-clés par mois en fonction de la saison aussi, et connaître le prix au clic pour ces mots-clés-là. Et ça nous donne déjà une idée de budget à investir dans la campagne par jour. Je fais juste un petit rappel par rapport au mot-clé, ce terme que tu as abordé, qui fait partie des termes techniques qu'on retrouve dans le e-commerce. Le mot-clé, ce sont tous les adjectifs, tous les synonymes, tous les mots qui vont déterminer en fin de compte le produit. En cosmétique, le mot cosmétique déjà est un mot-clé, maquillage c'est un mot-clé, fond de teint c'est un mot-clé, etc. Oui, alors le mot-clé ça peut être même une phrase peut être un mot-clé, ça peut être assez complexe, mais les campagnes publicitaires, elles fonctionnent essentiellement par mots-clés. Donc, l'utilisateur, il va sur Internet, il va avec une intention, donc faire une recherche, acheter un produit ou tout simplement se renseigner. Et à ce moment-là, il tape son mot-clé. Et en fonction du mot-clé, nous, on va avoir donc un prix au clic pour ces mots-clés-là qui peut varier. Chaque fois que quelqu'un va cliquer, un visiteur sur Internet va cliquer sur ce mot-clé, ça va générer une action financière auprès de Google. C'est ça. Qui est répercutée chez le client. Voilà, le client, le commerçant, il paye ces mots-clés, il paye au clic au mot-clé. Tout autre sujet, mais on reste dans les termes techniques. On entend souvent parler de persona dans le e-commerce. Encore une fois, quand on est débutant, qu'est-ce que le persona? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Oui, alors le persona, c'est un terme qui vient du marketing classique et qui est extrêmement important dans le digital. C'est-à-dire que le persona, c'est le portrait robot de ton client idéal. C'est définir avec précision et ta cible pour qui tu veux vendre tes produits ou services. Donc ça fait vraiment partie de l'étude de marché. Ça fait partie de l'étude du marché qu'on doit et qui est obligatoire de faire avant de se lancer. Donc, ce n'est pas tout simplement dire mon public cible, c'est des femmes 25-45 ans ou des sportifs par exemple. Le persona, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est de définir ses besoins, ses envies, son intérêt, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelles sont ses habitudes d'achat. On peut aller même très précis en fonction de la branche ou du métier où on se trouve. On peut dire voilà, mon client idéal, il a telle couleur de cheveux, il porte tel style de vêtements et le but c'est vraiment de faire une étude, une analyse et de comprendre exactement et de l'écrire comment il est cette personne, ses publics cibles. Et comment on fait pour le définir? Est-ce qu'il y a des outils idéaux? Est-ce que alors
on peut commencer par faire des analyses du marché, des études. Après, ça coûte cher, hein, ça coûte assez cher, mais aller dans les forums, fréquenter les réseaux sociaux, voir comment ils font le concurrent, voir qui achète tes produits. C'est des pistes, hein, pour aller faire créer ton persona. Analyser un peu qui sont les acheteurs de tes concurrents. Et ça, les réseaux sociaux, c'est très bon pour ça. Depuis quelques années, on peut aussi utiliser l'IA. J'imagine, ça doit donner des résultats. L'IA, elle peut être aidée là-dessus. Oui. Et donc, le but, c'est de construire ces portraits robots. Mieux il est précis, mieux les campagnes derrière sont performantes. Et aussi ton stratégie des référencements naturels, ton SEO. Tu construis un persona, tu connais bien ton public cible, tu peux mieux travailler tes audiences dans tes campagnes plus tard. Si un débutant veut se lancer, veut obtenir les premières visites sur son site sans dépenser trop d'argent, qu'est-ce qu'il devrait faire selon toi en priorité? Alors, en priorité, je dirais qu'il doit bien soigner son site, bien soigner sa page produit. C'est la fameuse vitrine du magasin. Oui, si c'est pas beau, on n'a pas envie de s'en approcher, on n'a certainement pas envie d'entrer. La page d'accueil, mais les pages catégories, mais surtout les pages produits, il faut qu'elles soient vraiment impeccables, avec des belles images, des images avec des tailles optimisées, un contenu qui soit clair et qui parle bien, qui donne les avantages du produit, qui soit convaincant, des éléments de réassurance, donc des avis si possible, mais surtout un contenu bien structuré. Ensuite, des questions-réponses, ça c'est essentiel, surtout aujourd'hui. Des questions. Le site soit vivant, interactif. Voilà. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse sur avant même que la personne arrive sur le site, je pense qu'il faut déjà avoir un bon hébergement, c'est-à-dire qu'il faut que le site soit déposé sur un bon serveur, qu'il soit rapide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un délai d'affichage de la fameuse page d'accueil trop long, sinon le client il croit que ça marche pas et il va ailleurs. Ça, c'est évident. Avoir un bon hébergement, je dirais même un hébergement français. Aujourd'hui, ça existe encore. Oui, je le vois quand on crée des campagnes. Si on fait beaucoup d'efforts pour attirer du public, donc du trafic et des clients, prospects en l'occurrence, et ils arrivent sur le site et que le site est trop lent, les clients y réparent aussitôt. Donc, un site qui soit bien optimisé, c'est la base. Un hébergement optimisé, c'est la base. Avec un parcours client rapide, entre le moment où on arrive, on sélectionne son produit, et le moment où on paye et qu'on se fait expédier la commande finalement. Donc, il y a tout ça. Il y a une série de stratégies à mettre en place. Donc, un bon hébergement, un site bien soigné, un site clair qui parle bien de ton produit, de tes produits. Ensuite, un parcours d'achat le plus court possible. Voilà, c'est ça. Voilà, et sans distraction pour que le client puisse... En fait, le but, c'est que les clients arrivent sur ta page produit, ils sachent exactement que ce produit-là, ça répond exactement à sa recherche, ce qu'il cherche, et qu'il n'y a pas de doute, il faut le convaincre très rapidement, et que très vite, il se dit, c'est ça que je cherchais, c'est ça qu'il me faut. Et cette information-là, le e-commerçant, s'il arrive rapidement à le donner, c'est tout bénef. Et le client, il part vite à l'action, donc il achète, et puis on n'en parle plus. Google dispose d'un outil permettant de mettre l'offre en face des gens qui sont déjà en train d'acheter ce service ou ce produit. Cet outil s'appelle Google Ads. Comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne bien? Alors, Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google. C'est juste la régie qui nous permet donc de créer des campagnes. Donc, on peut créer des campagnes qui vont afficher nos produits au public, donc dans les résultats de recherche, au moment où ils cherchent justement à acheter le produit qu'on propose. Voilà, essentiellement c'est ça le Google Ads, d'une façon très simple. D'accord. Dans ton expérience personnelle, quelles sont les erreurs que tu rencontres le plus chez les e-commerçants débutants ou même parfois expérimentés? Ce que je vois plus souvent, les erreurs les plus flagrantes, ça va être un e-commerçant qui se lance sans véritable étude des mots-clés. Il sait pas quels sont les mots-clés qui fonctionnent, donc il lance des campagnes... dans le vide. Avec des mots-clés qui sont souvent très larges, donc ça leur fait perdre de l'argent. Ensuite, ne pas connaître son audience. Donc ils vont créer des campagnes eux-mêmes, mais ils n'ont pas des audiences très précises. Pareil, ils vont gaspiller de l'argent. Ensuite, je dirais, et ça alors là c'est très souvent, ils lancent leur boutique et ils n'ont pas un tracking fiable mis en place. Surtout qu'aujourd'hui, le tracking est devenu
tellement complexe avec l'arrivée des RGPD, les consentements. Donc, un tracking mis en place. Maintenant, on peut même plus parler d'un tracking first party. Il faut vraiment passer par un tracking mis en place par des spécialistes, un tracking server-side idéalement. Sans tracking, on est incapable de mesurer la performance de nos campagnes. Donc, le tracking, il peut nous dire, voilà, combien de personnes sont venues sur notre site. On est capable de savoir, de comprendre le trafic, le nombre, de savoir ce que les gens ils viennent faire sur notre site et ensuite savoir s'ils ont acheté, tout simplement. Ah oui, et encore une autre, c'est souvent aussi, ils veulent s'y mettre partout. Ils s'éparpillent, ils vont dans tous les sens. D'accord. Donc là, alors ça, tu peux le faire, mais à condition que tu aies un bon tracking qui te permette de savoir que telle action elle a été dans le vent, l'autre elle était efficace. Ça aussi. Si le tracking a été mis en place, qu'on a déjà de la data et de la donnée qui est rentrée, on peut se dire tiens, finalement. Tes ventes, tu es plus performant sur les campagnes sur les réseaux sociaux, sur Meta, Instagram, Pinterest, ou Facebook ou TikTok par exemple. Ouais, absolument. Ou alors on va se dire tiens, certains produits vont marcher mieux sur du SEO. Donc le tracking nous permet donc de donner des directions d'axe. Corriger le tir en fin de compte. Aussi. Pourquoi certaines pubs coûtent très cher et ne rapportent rien? Alors justement, c'est lié. C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si on lance une campagne, par exemple, un de mes clients, il va vendre des accessoires pour les passionnés de nature, les observateurs de la nature, donc ils vendent des jumelles. Si on lance une campagne avec jumelles thermiques, c'est déjà assez précis, hein, c'est encore mieux que jumelles tout court, mais ça reste quand même assez large. Donc, si on a un petit budget, par exemple, il faut vraiment aller sur des campagnes sur des mots-clés qui sont très précis. Par exemple, jumelles thermiques pour la chasse, ou jumelles thermiques avec la gamme et la marque du fabricant. Donc, c'est des requêtes de termes, de mots-clés beaucoup plus précis. Pareil, ce qui fait vraiment gaspiller de l'argent quand on lance des campagnes publicitaires, c'est le manque d'audience. C'est de créer des campagnes, il y en a qui font ça, hein, sans audience, donc une audience précise. Apporter quand on crée une audience, on donne aux régies publicitaires, donc Google Ads par exemple, des signaux qui vont être très importants, parce que ça va permettre aux algos de bien connaître notre produit. Les algorithmes, pour les voilà, débutants. les algorithmes, ouais, pardon. J'ai dit algo, mais c'est les algorithmes. Donc c'est des signaux. L'audience, c'est un signal important qu'on envoie donc à Google, aux algorithmes, et qui lui permettent après, lui, d'optimiser nos campagnes. Le remarketing, c'est un terme technique aussi employé dans le e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors. Donc on a parlé des campagnes, on a parlé des annonces publicitaires. Donc on lance notre campagne, on va créer des annonces performantes et Google va afficher cette annonce-là au moment où nos prospects, nos potentiels clients cherchent ces produits. Ils vont venir sur le site et ils vont visiter le produit et puis pour X raisons, ils n'achètent pas, ils réparent. Le remarketing, c'est tout simplement montrer une nouvelle fois, à nouveau, notre annonce, notre produit à ces prospects-là. On va réafficher la publicité pour les personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui ont déjà visité le produit, qui ont éventuellement l'ajouté au panier. Donc, c'est juste rediffuser la publicité une deuxième fois. Et comment c'est possible techniquement? Alors, aujourd'hui, ça se fait de façon automatique sur la plupart des régies publicitaires, que ce soit Google, Bing, Meta. Le plus important, c'est là encore une fois, c'est d'envoyer les bons signaux et d'avoir un bon tracking mis en place. Si on n'a pas un tracking correctement mis en place, les algos, ils vont être incapables de savoir qui est venu sur le site, quel produit il a visité, s'il a ajouté ou pas au panier. Si le e-commerçant il a bien fait son travail, que le tracking est parfaitement mis en place, les algos, les campagnes sont capables d'aller voir quels sont donc les produits visités et ensuite juste rediffuser ou réafficher ce produit jusqu'à ce qu'il l'achète. Une deuxième fois. Après le travail, ça c'est après un travail d'optimisation de ces campagnes ou des stratégies. Et effectivement, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est qu'une fois que tu as fait un effort d'acquisition, ton client est venu, il a pas acheté, ben tu vas aller le chercher et peut-être
lui convaincre que cette fois-ci, il faut qu'il achète ton produit, c'est le bon. Donc, il faut lui donner des éléments de réassurance ou alors lui proposer une offre intéressante, mais il faut faire en sorte qu'il achète. Sabrina, je te propose maintenant de faire un petit pas de côté et d'aborder certains termes techniques. Alors, comme on en a déjà abordé, qui sont employés dans le domaine du référencement dans le e-commerce. Bon, l'objectif est de donner à notre public les clés simples pour qu'ils comprennent mieux, en fin de compte, le langage utilisé et la technologie. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle un petit peu de la landing page. On en a fait tout à l'heure une brève allusion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et l'importance de cette... Alors, landing page, c'est encore une fois un thème importé, anglophone, importé des États-Unis. C'est tout simplement la page d'atterrissage en français. Que ce soit la source, le canal d'acquisition, que ce soit du Google, la recherche naturelle ou des campagnes publicitaires, la personne, elle va cliquer sur un lien et elle va atterrir sur une page. Cette page-là, donc c'est la landing page, c'est souvent soit un produit, dans notre cas, pour les e-commerçants, c'est souvent la page produit ou une page catégorie ou la page d'accueil dans laquelle on va pouvoir présenter la page principale du site en fin de compte, la fameuse page d'accueil. Après, ce qu'il faut savoir avec la landing page, c'est que l'idéal, c'est qu'elle puisse et ça c'est la clé de succès, je dirais sur l'acquisition. Cette landing page, elle doit correspondre parfaitement et répondre parfaitement à cette recherche, à cette mot-clé, à cette intention de recherche. Donc, c'est vrai qu'on tape un mot-clé sur Google ou ailleurs. Je dirais même pas que Google, mais sur ChatGPT ou Gemini, enfin, sur l'IA, on va taper un mot-clé ou alors on va faire une requête, une recherche, et derrière, il y a toujours une intention. Et le succès en acquisition, ça va être une landing page qui répond parfaitement à cette intention de recherche. Ça se fait évoluer au fil du temps, justement grâce à l'analyse qu'on peut faire, comportementale, de l'améliorer en permanence pour que le visiteur soit séduit. On a très peu de temps, je crois, pour séduire le client. Très peu de temps, ouais. C'est quelques secondes. Il faut être très rapide. Il faut que ta landing page soit performante, rapide et qu'elle donne tous les éléments de réassurance. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Brièvement, qu'est-ce que c'est que les éléments de réassurance? Quelques exemples. Alors, le principal, ça va être les avis. Donc, avoir des avis clients et, si possible, avis vérifiés, validés, c'est l'idéal. C'est pas que les avis en plugin qu'on installe sur son site. Il faut vraiment des avis vérifiés. La livraison, rassurer sur la livraison rapide, sur la sécurité du système de paiement, offrir le maximum de possibilités d'achat et de paiement possibles. Après, en fonction de l'industrie, oui, voilà, ça va dépendre du produit. Complètement. On parle souvent, et j'aime beaucoup cette approche, de l'A/B testing. Oui. Je te laisse nous expliquer ce que c'est exactement. Alors, l'A/B testing, c'est encore un terme anglophone. C'est juste, dans la continuité de la landing page, ça va juste tout simplement tester deux versions d'une même page, que ce soit une page de produit ou une page d'accueil ou une page catégorie. C'est-à-dire qu'on va, alors je vais là encore une fois faire le parallèle avec le retail classique. C'est comme si on testait par exemple deux vitrines. On a une boutique, on va tester une vitrine A où on va mettre un mannequin avec une robe rouge. Et on va la présenter à un groupe de passants sur la rue commerçante. Et puis, au même moment, pour un autre groupe, on va proposer une boutique B avec un mannequin habillé avec une robe bleue et on va tester les deux versions. On va voir laquelle convertit le mieux, laquelle a plus de succès, laquelle fait rentrer plus de gens dans ta boutique. Et en e-commerce, c'est pareil, on va créer deux versions d'une même fiche produit ou d'une même page catégorie ou page d'accueil et on va changer quelques éléments dans cette page. On va les proposer à deux groupes de testeurs différents, deux groupes de trafic différents, et on va voir laquelle fonctionne le mieux, laquelle est plus performante. Donc, on va changer, par exemple, soit le contenu, soit la photo, la première photo du produit. Voilà, on va tester deux versions différentes. Et encore une fois, si on n'a pas d'outils derrière qui nous permettent de mesurer comment s'est comporté le public,
Et oui, ça sert à rien. on revient à ça. Et c'est là où il y a beaucoup de e-commerçants qui se lancent et qui complètement ignorent le tracking, alors que le tracking, c'est la base. Donc il faut vraiment apprendre à faire soi-même son tracking ou faire appel à un pro. Non, franchement non. Aujourd'hui, le tracking, il faut passer par un pro. D'accord. C'est devenu beaucoup, Oui, parce qu'il y a des outils, j'imagine, qui évoluent aussi avec le temps. Il y a des outils qui évoluent tout le temps. Il y a les notions de cookies qui a évolué et qui va évoluer encore. Il y a les notions de RGPD, des consentements. Le consentement est devenu très complexe. Il faut savoir que aujourd'hui, avec les CMP, la petite option de consentement, oui, j'accepte les cookies ou pas, aujourd'hui, en e-commerce, le nombre de personnes qui refusent, qui donnent pas leur consentement pour le tracking, justement pour l'analyse de la data, il peut être jusqu'à 70% pour certains e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que 30% à peu près, dans certains cas, des personnes qui donnent leur consentement. Donc, pour participer, en fait, compte à cette analyse. Qui nous permet d'analyser un peu le trafic. Donc, quand on fait un reset de tous ces cookies sur son moteur de recherche, sur son téléphone ou son ordinateur, en fin de compte, on supprime tout ce qui va permettre à ces e-commerçants, entre autres, d'analyser notre comportement. C'est ça. D'accord. Le pourcentage de visiteurs qui passent à l'action, c'est-à-dire qui viennent sur un site et qui vont déclencher une vente, se mesure, on appelle ça le taux de conversion. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Le taux de conversion, c'est juste un ratio entre le nombre de personnes, le trafic du site et le nombre de ventes. Donc, par exemple, si on a, via le SEO, les campagnes publicitaires, Google Ads, Meta, si on a réussi à avoir un trafic, par exemple, de 100 personnes par jour, et qui, pour ces 100 personnes, seulement 2 sont passées à l'action, ont acheté, tout simplement, on a un taux de conversion de 2%. D'accord. Est-ce que c'est un bon taux, 2%? Je dirais que non, mais c'est pas négatif non plus. C'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un taux de conversion en dessous de ça, en dessous de 1, par exemple, 1%, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien. Le site, il est pas dans la bonne voie. Le site, il est pas rentable. Après, dans l'e-commerce, je dirais qu'un taux de conversion qui commence à être vraiment bien, c'est un taux de conversion au-delà de 3%. D'accord. À partir de 3%. Ouais. Certaines niches, on peut aller jusqu'à 8% et là, c'est banco, c'est bien. D'accord. Toujours dans les termes techniques, le KPI, encore un terme anglophone, ce sont des indicateurs de performance qui permettent de savoir si la boutique avance dans la bonne direction. Encore une fois, c'est lié avec toute cette notion d'analyse des données. Peux-tu nous expliquer dans quel ordre un e-commerçant doit les analyser? Il n'y a pas vraiment d'ordre, il y a plutôt des KPI. Donc, alors, je reviens juste au terme KPI. Donc, ce sont des indicateurs de performance. Là encore, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est juste qu'il faut connaître bien certains KPI qui sont essentiels pour évaluer si ton business est performant ou pas, il tient debout ou pas. Donc, moi, je dirais que le premier KPI, ça va être donc le trafic. C'est essentiel. Savoir combien de personnes viennent sur ton site. Après, attention, c'est pas celui qui va te dire si ton business tient debout ou pas. Ensuite, c'est de calculer ton coût par acquisition. C'est reprendre ton investissement en campagne publicitaire qui est partagé par le nombre de ventes. Donc, j'ai investi tant en campagne publicitaire et j'ai vendu tant. Donc là, tu peux sortir un chiffre que ça va être ton coût par acquisition. Et ton coût par acquisition, c'est aussi un indicateur important pour savoir déjà si tes efforts en campagne en acquisition portent fruit ou pas. Un autre indicateur de performance qui est important en acquisition, ça va être le panier moyen. Le panier moyen, ça va te donner une idée des rentabilités. Le panier moyen, c'est le montant moyen qu'un client va dépenser quand il fait un achat sur ton site. C'est ça. Donc c'est aux alentours de 85, 90 à l'heure de l'interview. Là, ça dépend des produits, du e-commerce, parce qu'il y a des commerces qui ont des catalogues très larges, qui vont vendre des produits à des petits prix, 2, 3, 5 euros, d'autres plus chers. Donc c'est à ce moment-là qu'on en a en face des e-commerçants avec des gros catalogues, on va plutôt et calculer des paniers moyens en fonction des catégories de produits. Mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est que ce panier moyen, ça te permet de donner une idée des rentabilités. Plus il est haut, plus c'est rentable, ça c'est sûr. Absolument. Et puis, il y a un indicateur clé, et ça c'est vraiment l'indicateur qui va se dire si ton business tient debout ou pas, c'est ton retour sur investissement. En campagne publicitaire, on va l'appeler ROAS.
C'est le ratio entre la vente et ce que tu as investi pour avoir cette vente. Très bien. Merci pour ces éclairages très concrets. Bon, on le sent bien, il y a encore beaucoup de sujets qu'on peut être amené à développer. Je pense au GA4, le Google Analytics 4. Bon, la différence entre le SEO et le SEO local, le tracking, la recherche générative ou encore l'intégration de l'IA dans les stratégies d'acquisition. Pour aller plus loin et creuser ces sujets en profondeur, j'invite nos auditeurs à nous contacter via notre site internet www.dsl-paca.fr où vous cherchez la pépinière logistique sur Google. Le référencement est bien fait, vous nous trouverez facilement puisque c'est Sabrina qui s'en occupe. Je te propose maintenant de parler d'un point important, on a vaguement parlé tout à l'heure, ce sont les avis clients, la présence en ligne, les signes, ce qu'on appelle les signaux externes. Est-ce que ça influence vraiment Google? Oui. Surtout aujourd'hui. C'est essentiel d'avoir des avis clients et d'avoir des avis positifs. Faire le possible d'avoir des avis positifs. Surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA, de la recherche générative, ça n'a jamais été aussi important que maintenant. En fait, il faut savoir que les avis, ça renvoie une image très forte à Google et aux algos de Google, précisément, par rapport à ta pertinence et ton autorité sur le domaine ou sur les produits que tu vends. Donc, plus tu as des avis positifs, plus tu renvoies un signal à Google, tu vas lui dire, je suis pertinent, je suis pour vendre ces produits-là, j'ai de l'autorité. Il faut savoir que l'autorité, c'est le troisième pilier du SEO. Je reviens juste au basique. Premier pilier, technique. Ensuite, techniquement bien optimisé. Ensuite, la partie sémantique, donc c'est le contenu du site. Et le troisième pilier du SEO, c'est l'autorité. Quand je parle d'autorité d'un site, c'est savoir dire à Google à quel niveau de pertinence tu as et d'autorité tu as sur un sujet, sur un produit, sur les produits que tu vends. Donc, plus tu es compétent pour vendre ces produits, plus tu as des avis positifs, plus tu es parlé dans des forums, plus tu es cité sur des réseaux sociaux, plus Google va se dire, oui, toi, tu es pertinent, tu as de l'autorité et expert dans ton domaine. Tu es expert dans ton domaine et ton produit plaît. Plus facilement, Google va optimiser tes résultats, ça va augmenter ton positionnement dans les résultats de recherche Google et ça va être la même chose pour les campagnes publicitaires. Donc, je dirais que oui, les avis aujourd'hui, c'est un signal très fort. On peut plus s'en passer des avis et je dirais même qu'il ne faut pas se contenter de mettre un module en plugin sur son site pour aller chercher des avis. Non, il faut vraiment des avis vérifiés. Et voilà. Un système tierce qui renvoie donc une demande d'avis vérifiée à sa place. Qu'est-ce que tu penses de ces soi-disant faux avis qu'il peut y avoir sur les sites? Comment est-ce qu'on peut se prémunir être sûr que quand on va sur un site, ce sont des vrais avis qui sont affichés ou pas? Des avis vérifiés. Faut passer par un expert qui vraiment fait la relance des paniers, enfin des avis vérifiés, qui lancent eux-mêmes les avis sur la base des clients. Je pense que surtout aujourd'hui avec l'IA, Google il est de plus en plus capable de savoir si un avis est vrai ou pas. Donc il faut vraiment se fier, il fait des vraies demandes d'avis et faire en sorte que tes clients soient contents pour avoir des avis les plus positifs possibles. Donc finalement les avis Google sont déjà assez fiables eux-mêmes. Ah oui, très fiables. Et après, il y a des plateformes, justement, je vais pas les citer, mais il y a Avis Vérifié, Trustpilot, je crois, qui propose des avis contrôlés. Après, ça coûte cher, c'est un prix. Oui. Alors, ça m'amène à la même question que j'ai envie de te poser concernant les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, quand tu entreprends de la communication sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va jouer sur l'acquisition générale? Oui, parce que les réseaux sociaux, ils ont un rôle important, non seulement au niveau de ton autorité, parce que plus tu es cité et parlé sur les réseaux sociaux, tu as de l'autorité. Google, il le sait. Après, ça dépend des réseaux sociaux. Il y en a qui sont fermés, donc Google n'a pas accès au contenu. Mais il y a aussi une autre question, c'est la question de trafic. Donc, tu reçois ce trafic aussi des réseaux sociaux, des plateformes. Il faut être cité partout, il faut y aller partout, sur des forums, sur Reddit, les réseaux sociaux. Il faut essayer vraiment d'aller parler de son produit partout. Je vais reprendre ma casquette du créateur de site e-commerce. Je me lance, je souhaite savoir à quel moment il faut que j'investisse dans la publicité. Il faut pas faire des campagnes publicitaires, investir en campagne publicitaire quand ton site n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que si tu
un site où les pages produits, elles ne répondent pas forcément aux besoins des clients, elles donnent pas assez d'éléments de rassurance, où elle a pas assez d'images, des vidéos qui expliquent bien l'utilisation de ton produit, des FAQ. Là, c'est trop tôt parce que ta page, elle est pas assez convaincante. Donc, tu risques d'investir en acquisition, en campagne publicitaire, par exemple, et ne pas vendre. Donc, clairement, c'est une landing page qui fonctionne pas. Trop tard, je dirais que c'est jamais tard pour créer des campagnes investir en acquisition payante, mais je dirais que trop tard, c'est quand tu as fait tout ton travail d'optimisation de site, tu commences à avoir du bon trafic qui vient naturel et tu fais des ventes et tu stagnes. C'est avant d'arriver à ces points avant de stagner qu'il faut aller chercher un nouvel canal d'acquisition. Donc, il faut aller investir sur des campagnes. Google Ads, Bing, Meta, Instagram et Facebook, en fonction de ton produit LinkedIn ou Pinterest ou TikTok. Alors vous l'aurez compris, c'est assez amusant parce que Sabrina s'occupe de la partie SEO, SIA, acquisition de la pépinière logistique, puisqu'elle est membre et prestataire de services pour nos clients. Et la question s'est posée quand j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Bon, il a fallu définir un plan, hein, exactement comme quand on crée un site e-commerce, une stratégie. Bon, vous l'avez compris, l'idée c'est de transmettre des informations pertinentes pour les gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, et tout au long du parcours qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire toutes les interviews que je vais organiser, que ce soit des clients, des e-commerçants ou des prestataires de services, on va essayer de vous transmettre des informations intéressantes. Mais la question s'est posée quand il a fallu décider ou pas d'investir dans la publicité justement pour faire la promotion de cette chaîne YouTube. L'idée qui a été retenue, c'est que avant tout, on m'a conseillé de créer du contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on enregistre des vidéos. À l'heure où je vous parle, elles sont publiées sur différents réseaux sociaux, hein, principalement comme page d'accueil, on va dire la page YouTube, mais on distribue des extraits justement pour faire la promotion de cette chaîne sur différents réseaux sociaux sous forme de shorts, et j'ai demandé de suite à Sabrina et aux membres de mon équipe, est-ce que ça vaut le coup qu'aujourd'hui on paye, donc on fasse du SEA, c'est-à-dire du référencement payant pour faire connaître la chaîne. Et tout le monde m'a répondu non, avant de payer pour être vu, créer d'abord un contenu pour que quand la personne qu'on va toucher, c'est-à-dire quand on va dépenser de l'argent qui soit le mieux rentabilisé, le fameux retour sur investissement, ROI, pour qu'il soit bon, il vaut mieux qu'il y ait déjà un certain nombre d'interviews qui soient intéressantes et pas une seule interview posée là pour que ce soit plus efficace. Donc nous, on emploie cette méthode, on a suivi les conseils de l'équipe, c'est pour ça que j'ai voulu également partager ça avec vous et faire venir Sabrina aujourd'hui. Sabrina, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui se lance dans le e-commerce, quelque chose de simple que n'importe qui pourrait mettre en place facilement et rapidement, qu'est-ce que ce serait ? Alors, un seul conseil, c'est vraiment très dur parce que j'aurais plein de conseils donnés, mais je dirais que c'est vraiment soigner son site, sa fiche produit, son contenu, pour déjà avoir des chances d'être bien indexé, bien positionné sur Google. Après, j'aurais pu en dire d'autres, notamment comme tu viens de dire, la création de contenu. Non seulement du contenu sur le site, nourrir ton site avec du contenu pertinent, un blog, du contenu qui répond à des vrais besoins de tes clients, qui soit pertinent. Et pour cela, il faut bien définir ton persona, parce qu'une fois que tu as défini ton persona, tu connais ses besoins et tu sauras comment communiquer avec tes futurs clients. Après, on en a parlé à plusieurs reprises de tracking, la création des campagnes automatiques, parce qu'il y a des campagnes qui sont très simples, qui demandent très peu de compétences en marketing et technique à la fois. Et je pense que se ferait accompagner. Alors, voilà. Je suis à 3 à 4 déjà conseils, mais se faire accompagner, c'est l'essentiel. Parce que la plupart, moi, ce que je vois, c'est que quand les e-commerçants viennent vers moi, ils sont déjà très occupés avec leur équipe à faire du sourcing, à s'occuper de la production, à gérer les services clients. Et si en plus, ils doivent avoir des compétences, apporter du temps à l'acquisition, alors que l'acquisition, c'est tellement complexe, tellement important comme charge de travail. Mon dernier conseil serait de se faire accompagner. Alors justement, ça m'amène à la dernière question de l'interview. Qu'est-ce que toi qui es membre de la pépinière logistique et experte dans ton domaine, qu'est-ce que les clients viennent chercher quand ils font appel à toi? Je pense que c'est plutôt le côté proximité.
mon expertise surtout et surtout mon expérience en e-commerce. Donc moi rapidement je vais pouvoir comprendre son produit, comprendre ses produits, comprendre ses besoins et lui apporter en fonction de ses objectifs une réponse rapide. Ça va être du SEO, de l'OSE, ça va être du netlinking, ça va être de l'affiliation. Enfin ça c'est des thèmes peut-être qu'on parlera lors d'une prochaine interview. Oui, dans mon cas en tout cas en ce qui me concerne, ça va être vraiment l'expertise, non seulement l'expertise des mes outils, Google Ads, Meta, Merchant Center, des outils de tracking, mais aussi l'expérience. Ben voilà, ça fait presque 20 ans en web, en digital, en acquisition que je vais bientôt avoir. Je pense que voilà, cette expérience, savoir à peu près comment connaître bien les algos de Google, savoir comment ils marchent, que ce soit les algos de la recherche naturelle ou les algos des Google Ads. Donc, savoir comment ça fonctionne et comment créer ses campagnes et structurer ses campagnes. Donc, c'est un peu tout ça. L'expertise et l'expérience. C'est super. Je te remercie de ton interview, de la qualité des informations que tu nous as données. Alors, bien sûr, on n'a abordé qu'une partie des sujets. Il y aurait tant d'autres à aborder. Carrément. On aura peut-être l'occasion aussi de faire une autre interview puisque tu as une autre casquette, c'est-à-dire que tu gère pour nos clients en logistique la partie Amazon, c'est-à-dire que pour les clients qui souhaitent être présents sur Amazon, là encore, il vaut mieux passer par un professionnel parce que c'est un métier. Il y a différentes étapes qu'il faut pas louper, c'est-à-dire que quand on crée un compte, il faut savoir déjà ouvrir le compte. On sait que c'est compliqué avec Amazon. C'est ça. Il faut savoir un petit peu comme quand on va créer un site, il va falloir créer sa page. En fin de compte, on crée un site dans le site d'Amazon, en fin de compte, une présence, et il va falloir là encore travailler sur le référencement, la façon de présenter les produits. Il va falloir là encore utiliser des outils pour faire des analyses, pour se positionner au bon endroit, dans les bonnes rubriques, les bonnes catégories. Donc ça fait partie de ce que tu proposes également en accompagnement. Et bien sûr, la gestion, c'est-à-dire au fil du temps, la gestion du compte, s'assurer déjà que tout fonctionne bien, le transfert des données informatiques, que ça fonctionne, et puis surtout par rapport à la stratégie du client, comment faire évoluer la présence de la marque sur Amazon. Donc ça sera, je l'espère, notre prochaine interview. Avec plaisir. Et en attendant, je te remercie encore et je te souhaite de passer une agréable journée. Merci Laurent. À bientôt. Merci pour l'invitation. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre un site invisible et un site qui attire vraiment du monde. Si vous avez des questions, besoin d'un avis ou l'envie d'aller plus loin, contactez-nous. On adore accompagner les projets qui se construisent et qui se développent. Pour aller plus loin, retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre chaîne YouTube La Pépinière Logistique, ainsi qu'un podcast audio, les coulisses du e-commerce, disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Enfin, si cette vidéo vous a appris quelque chose d'intéressant, pensez à liker, à vous abonner et à nous suivre, ça nous encourage. On vous prépare déjà de nouveaux épisodes pour booster votre e-commerce et vous raconter des histoires vraies. À très bientôt!